Bien des années plus tard, face au peloton d'exécution, le colonel Aureliano Buendía devait se rappeler ce lointain après-midi au cours duquel son père l'amena faire connaissance avec la glace. Ah oui, quand même, Linky Pete, il est vraiment sympa quand même dans ce livre. Hey, bonjour, ici Adrien, des Mémoires d'Adrien. Vous me surprenez en pleine préparation de ma nouvelle rubrique, de ma nouvelle forme de vidéo que je lance sur cette chaîne qui s'appelle Analyse d'un chef-d'œuvre. En quelques minutes, je vais essayer d'analyser qu'est-ce qui fait d'un chef-d'œuvre littéraire un chef-d'œuvre. Eh bien, on va commencer avec, vous l'aurez compris, le fameux 100 ans de solitude de Gabriel García Márquez. Mais on va commencer de suite après le générique. Xorieri mintzozen errekari, oianeko zuaitzerita, zeroko izarreri, mintzozen aizeari, xoro baten zatzaukaten, xorieri mintzozen. Alors, 100 ans de solitude, c'est un roman écrit par le journaliste et écrivain colombien Gabriel García Márquez. C'est un roman qui a été publié en 1967 dans un premier temps. Et il est considéré comme l'un des plus grands, comme le chef-d'œuvre de cet auteur, mais également comme l'un des plus grands romans de tous les temps, l'un des plus grands romans du XXe siècle. Et il lui a permis notamment, en tout cas pour l'ensemble de son œuvre, d'obtenir le prix Nobel en 1982. Il est vraiment considéré comme un immense roman. En 2002, il a été classé parmi les 100 meilleurs romans de tous les temps. Et son Linky Pete, que je citais tout à l'heure, que je lisais lorsque vous m'avez surpris, lorsque j'étais en train de préparer cette vidéo, son Linky Pete est resté célèbre notamment, mais pas seulement. Alors 100 ans de solitude, c'est l'histoire d'une famille, les Buendía, et cette famille, on la suit à travers 6 générations. On commence donc avec deux personnages qui sont José Arcadio et Ursula, qui sont cousins, et il y a cette peur qui, lorsqu'on se marie entre cousins, il y aurait une coutume, il y aurait un imaginaire qui ferait que les enfants naîtraient avec une queue de cochon. Et ces personnages, avec d'autres compagnons, créent un village, qui est un village fictif, qui s'appelle Macondo. Un village vraiment totalement isolé à travers tous les champs, à travers toute la nature. On ne sait pas vraiment exactement où est-ce que ça se situe. Et on va suivre les aventures de cette famille Buendía à travers donc des guerres civiles, à travers l'arrivée de gitans qui vont arriver avec leurs inventions, à travers des rébellions, à travers l'installation de nouvelles formes de population, l'installation d'une entreprise de bananerie avec une révolte. Enfin, il va y avoir tout un ensemble de péripéties amoureuses, péripéties politiques avec cette guerre civile, péripéties religieuses également. Bref, tout le sel de la vie sur 100 ans à travers l'histoire d'une famille, c'est ça que raconte 100 ans de solitude de Gabriel García Márquez. Dit comme ça, honnêtement, ça semble assez restreint, ça semble assez limité. On ne pourrait pas comprendre pourquoi c'est aussi considéré comme un chef-d'œuvre. Qu'est-ce qui en fait un grand roman, alors que c'est dans un territoire particulier, un territoire précis, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, et c'est sur une période plus que limitée entre la moitié du 19e siècle et la moitié du 20e siècle. Ce genre de roman, normalement, ne traverse pas les frontières, ne traverse pas les époques. Et pourtant, 100 ans de solitude est considéré, comme je le disais tout à l'heure, comme l'un des plus grands romans de tous les temps, notamment à travers son universalisme. Dans un premier temps, les thématiques qui sont abordées dans 100 ans de solitude sont des thématiques universelles. Ben oui, en fait, même si 100 ans de solitude suit l'histoire d'une seule famille, même si ça se passe dans un territoire particulier du globe, même si ça se passe dans une époque très précise, à peu près entre la moitié du 19e et la moitié du 20e siècle, les thématiques qui sont abordées à travers le roman sont universelles et c'est ce qui fait que ce roman, comme la plupart des grands chefs-d'œuvre de la littérature mondiale, ont pu traverser les époques et traverser les frontières. Le premier temps, c'est dit dans le titre, la solitude. Les personnages sont sans cesse confrontés à une solitude, que ce soit une solitude face à la nature, le village en lui-même est isolé du monde, on ne sait pas exactement où est-ce que ça se situe, il n'y a pas grand monde qui les visite, même quand ils s'en vont, ils reviennent parfois plus jamais parce qu'on ne sait pas exactement où est-ce qu'ils vont. Les personnages en eux-mêmes sont confrontés à des choix qui ensuite vont les rendre seuls, certains finissent leur vie complètement tout seuls, d'autres sous un arbre, d'autres isolés totalement après une carrière militaire, d'autres on les oublie tellement, ils sont seuls qu'on oublie qu'ils existent.
et l'un des derniers personnages va également finir seul. Bref, la solitude est l'un des personnages centraux, c'est le protagoniste de cette histoire, et la solitude est évidemment un thème universel. Chacun ici, partout, ailleurs, a un jour vécu ce sentiment de solitude, et c'est ce qui effraie l'humanité. C'est ce qui effraie l'humanité, et ce qui fait l'homme, justement, c'est de ne pas être seul, c'est d'être collectif, d'être social, d'être en groupe, d'essayer d'avoir des interactions sociales, politiques, religieuses. C'est ça ce qui fait l'humanité, et la solitude est ce qui est le plus craint par l'humanité. Et donc c'est ce qui fait, je pense, de ce thème universel. Deuxième thématique qui fait également on va dire l'universalité, c'est des références bibliques permanentes, que ce soit la création d'un village, que ce soit le déluge, que ce soit également des prêtres qui arrivent et qui font des miracles, des éléments magiques également qui sont présents dans le récit. Bref, il y a en permanence une référence biblique, et quoi de plus universel que des références religieuses? L'ensemble de l'humanité, et pas seulement l'Amérique du Sud, pas seulement cette époque, a cette appétence pour le côté religieux, pour l'aspect spirituel. Là aussi, c'est un petit peu ce qui fait l'humanité, c'est cette appétence et cette capacité à croire, à ne pas s'en demeurer à ce qu'il voit, à la réalité, mais à essayer de croire en quelque chose de supérieur, quelque chose de transcendant. Donc ces références bibliques font également de cette thématique un universalisme. Et là, je crois qu'on est au cœur de 100 ans de solitude. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une famille, parce qu'on se dit, c'est des choses pas banales, mais c'est des choses qui pourraient les raconter partout ailleurs. Et il y aurait beaucoup de romans comme ça, ce qui se passe sur des époques différentes, avec des guerres, avec des révolutions, avec des révoltes sociales, avec des histoires d'amour. Il y en a beaucoup. Mais ce qui en fait ici la particularité, c'est le style très particulier qu'on appelle un style du réalisme magique. Gabriel García Márquez intègre dans la thématique très réaliste de ces récits des éléments magiques qui font un petit peu penser parfois à Boris Vian, et les personnages, et contrairement un petit peu au code de l'imaginaire, ou contrairement au code de ce qui apparaît quelque chose de fantastique dans un roman, là les personnages trouvent ça complètement normal. En tout cas, personne ne s'en étonne, personne ne s'étonne de quelqu'un qui lévite un petit peu en l'air, personne ne s'étonne d'une abondance d'animaux qui naissent sans raison, personne ne s'étonne de quelqu'un qui s'envole un petit peu, des inventions de Melquiades. Bref, il y a tout un ensemble d'éléments magiques complètement surréalistes dans ce roman, et qui sont dits avec une sorte d'impassibilité, avec une sorte de distance très étonnante, très surprenante. Et pour moi, c'est ce qui en fait également un chef-d'œuvre, c'est ce qui en fait un grand roman, parce que ça s'adresse un petit peu à l'humanité, dans le sens où la vie également est faite de, parfois il y a des éléments, parfois il y a des choses, des événements qui pourraient nous révolter, et que l'humanité, que l'homme réagit face à cela de manière parfois distante, de manière transparente, alors que ce sont vraiment des éléments de révolte, et des éléments qui ne devraient pas apparaître comme étant normaux. Et même on accepte dans le quotidien, on accepte dans l'ordre des choses certaines choses qui pourraient peut-être apparaître absurdes. Gabriel García Márquez, dans son roman, pousse cet élément à l'absurde, à l'extrême, en mettant carrément des éléments magiques. Oui, parce que les personnages de 100 ans de solitude sont interchangeables. Ce que je veux dire par là, c'est que du premier José Arcadio au dernier Aureliano, il y a une sorte de continuité dans la personnalité des personnages. Il y a une confusion parfois de qui est qui, même entre deux jumeaux, on ne sait pas exactement s'ils n'ont pas été changés entre eux à la naissance, et donc les personnalités vont se ressembler. Un fils va avoir à peu près quasiment exactement la même personnalité que son père, de même pour les filles. Les prénoms reviennent, on est toujours avec des Arcadio, on est toujours avec des Aureliano, ils s'appellent tous Buendía, il y a Remedios. Bref, sur 6 générations, il y a profusion de personnages et pourtant très peu de prénoms. Je pense que c'est volontaire, pas forcément pour embrouiller le lecteur, mais pour dire que voilà, l'humanité, elle a ses intérêts communs, les générations passent, mais en fait les intérêts sont les mêmes, les problématiques sont toujours les mêmes, quoi qu'il arrive, peu importe les générations, et les réactions, alors même qu'ils sont au courant, normalement, des erreurs ou des échecs du passé, les personnages vont faire et vont commettre exactement les mêmes erreurs, vont avoir le même type de réaction, et ce qui va causer un petit peu la perte de cette famille Buendía, c'est cet enchevêtrement d'erreurs répétées à travers les générations. Donc je pense que c'est quelque chose de volontaire, mais c'est quelque chose que certains ont pu reprocher en disant c'est trop compliqué, il y a trop de personnages dans 100 ans de solitude. Moi je crois que c'était plutôt volontaire, et c'est ce qui en fait
un chef-d'œuvre, en tout cas dans l'imaginaire collectif. La portée de ce chef-d'œuvre, elle est immense. Beaucoup d'auteurs ont avoué s'être inspirés, avoir été influencés par Gabriel García Márquez et 100 ans de solitude. Je pense notamment à Coetzee, je pense également à Salman Rushdie, à Toni Morrison. Les gens ont avoué avoir lu, avoir adoré et avoir été largement inspirés par 100 ans de solitude. Parce qu'il y a ce réalisme magique, cette façon de raconter le réel à travers des allégories, à travers des éléments magiques, qui font que dans toutes les cultures, dans toutes les parties du globe, les gens peuvent s'inspirer et peuvent adapter ce réalisme magique à leur culture, à leur tradition, à leur mythologie. Et c'est ce qui en fait vraiment une œuvre fondatrice. Gabriel García Márquez n'a pas inventé ce réalisme magique, mais il l'a popularisé et il en fait en sorte que partout dans le monde, les gens se le sont appropriés sans forcément copier. C'est ça aussi la portée, et c'est ça la magie, on va dire, de ce réalisme magique, c'est que c'est un cadre, c'est un style tellement vaste et tellement ouvert que chacun a pu s'en approprier et chacun ensuite a pu l'adapter et en faire quelque chose de spécifique dans son propre pays. Donc une portée immense, voilà. Alors je vais vous le dire en deux temps. Évidemment, ici, moi, Mémoire d'Adrien, je ne vais pas vous dire c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas un grand roman. C'est évidemment, je l'ai prouvé pendant toute la vidéo, c'est évidemment un immense roman, donc je ne vais pas revenir dessus. En revanche, ce que moi je peux dire personnellement, mais là c'est encore une fois un avis à titre tout à fait personnel, c'est que ce n'est pas le roman, ce n'est pas le chef-d'œuvre mondial, littéraire qui m'a le plus marqué. Il ne m'a pas forcément touché et je n'ai pas forcément été ému tout au long de la lecture. On va dire que la première partie, les deux premières générations m'ont beaucoup plu. J'ai été très intéressé par ces personnages, par ce qui leur arrivait. Et puis au bout d'un certain temps, parce que les événements se répètent un petit peu, parce que les réactions, les personnages sont un petit peu tout le temps les mêmes, je me suis parfois un petit peu lassé, je me suis un petit peu surpris à me dire bon, là je trouve que ça tourne un petit peu en rond et qu'il y a peut-être un petit peu trop de générations et qu'en fait je vois pas forcément la plus-value de cette génération et que ça devient presque trop complexe. Et moi, la surabondance des personnages, je sais bien, comme je disais tout à l'heure, que c'est voulu, que c'est volontaire, que c'est intentionnel, mais je l'ai trouvé trop complexe pour réussir à m'attacher. Moi, j'ai besoin d'avoir des personnages qui ont du relief, des personnages qui sont assez spécifiques et qui sont utiles. Je ne l'ai pas forcément senti avec tous les personnages de Gabriel García Márquez, et c'est pas parce que c'est compliqué que c'est forcément du génie. Voilà, je trouve que parfois on a tendance à trop confondre les deux. Donc évidemment, je perçois à quel point 100 ans de solitude est un immense roman. Je pense qu'il me marquera et que dans des années encore, je m'en souviendrai, mais voilà, je dois le dire, c'est pas l'un des romans qui m'a le plus procuré de plaisir. Mais encore une fois, là, je le dis en comparaison à d'autres chefs-d'œuvre. Évidemment qu'en comparaison à des romans classiques lambda, il est bien supérieur et c'est évidemment un grand roman. Mais il y a aussi la barrière de la langue, je l'ai lu en français, qui fait que peut-être que je n'ai pas apprécié la manière qu'il l'aurait mérité. Mais il y a surtout voilà, cette façon à de la répétition, cette façon à peut-être parfois trop de magie, trop d'allégories qui font que j'ai eu du mal parfois à toujours rentrer dans le récit, à toujours comprendre les personnages. Donc un immense chef-d'œuvre, mais moi personnellement, je ne le mettrai pas dans mes 100 meilleurs romans, enfin il n'y a pas de classement possible, mais je ne le mettrai pas dans les meilleurs romans de tous les temps pour moi. En tout cas, ça n'aura pas eu un grand retentissement pour moi. Je dis ça encore une fois en étant conscient que c'est tout à fait subjectif, mais en étant honnête. J'ai essayé d'expliquer les qualités de ce roman, mais j'ai essayé là de vous expliquer en quoi il n'a pas forcément atteint ma cible, mais c'est pas grave, il y a d'autres chefs-d'œuvre. Voilà. Donc j'espère que cette nouvelle rubrique, ce nouveau format vous plaît. J'essaierai de le faire sur d'autres types de chefs-d'œuvre, mais pas seulement sur des romans, également sur des grands essais de l'histoire, mais également sur des mangas. Le prochain d'ailleurs sera sur un manga, ça sera sur Demain les oiseaux de Osamu Tezuka. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé, et puis échangeons en commentaire sur vous ce que vous pensez de ce roman, et est-ce que vous le considérez comme l'un des meilleurs romans que vous ayez pu lire dans votre vie. Voilà, prenez soin de vous, lisez des livres, et puis à très bientôt sur la chaîne. Au revoir.